Donc, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire organisé par le Réseau des villages. Il s'agit aujourd'hui du 35e webinaire et du tout premier de notre nouvelle série Back to Business. Donc, on est très heureux de continuer de vous accompagner après cette période de confinement. On continuera donc à partir d'aujourd'hui à vous proposer 3 webinaires par semaine, plus axés sur le retour au business pour vous accompagner au mieux et vous aider à rebondir. Donc, on reçoit aujourd'hui Olivier Arnoux, qui est expert dans le domaine de l'expérience client. Il travaille actuellement en tant que CX Solution Strategist chez Qualtrics, qui est une société du groupe SAP qui est partenaire du Village Paris. Il abordera avec vous aujourd'hui le sujet de l'expérience client et collaborateur, plus précisément pourquoi et comment la gestion de l'expérience client et collaborateur peut aider les organisations à amorcer la reprise. Donc Olivier, si tout est OK pour vous, je peux vous laisser la parole et je vous retrouve ensuite pour la partie questions-réponses. Bon webinaire à tous. Merci Audrey et merci au village Crédit Agricole de me donner la parole. Alors effectivement, d'abord c'est avec beaucoup de plaisir que je vous rejoins et je vais partager un peu de mon expérience et quelques-unes de mes convictions. Clairement, je n'irai pas au-delà de 40 minutes, même si c'est un sujet qu'on pourrait couvrir en 10 jours. Donc, je vais rester le plus concis possible. Et pour commencer, je vais partager mon écran. Voilà. Et donc, comme Audrey le précisait, je suis ravi de vous rejoindre et l'objectif, c'est couvrir rapidement quelques notions sur l'expérience client et collaborateur. Il ne s'agit pas de faire une masterclass sur le sujet, mais c'est toujours intéressant, je trouve, de bien s'accorder sur ce dont on parle, même s'il n'y a pas de définition ultra précise sur l'expérience client, ou plutôt il y en a énormément. Et ensuite, dérouler les 3 convictions dans le cadre de la reprise, puisque là, je me tourne vraiment sur la sortie du confinement, ou en tout cas les prochains mois que nous avons devant nous, en exposant trois convictions très fortes. La première, c'est se reconnecter et établir un diagnostic. La deuxième, c'est économiser et optimiser, et enfin, reconstruire et développer. Alors, je sais que le village est très axé sur les startups, les entrepreneurs. Donc, le propos aujourd'hui reste quand même très généraliste, au sens où il ne s'adresse pas spécifiquement à des start-upers ou à des grands groupes ou à du B2B ou à du B2C ou du B2B, ce que vous voulez. On reste sur, je dirais, des fondamentaux, et personnellement, je suis convaincu que quel que soit le domaine d'activité, la taille de son entreprise, le niveau de développement et de maturité de son entreprise, ce sont des sujets qui restent, je pense, tout à fait d'actualité. Alors, très rapidement, pour me présenter, comme disait Audrey, je travaille actuellement en tant que CX Solution Strategist chez Qualtrics. Qualtrics, je présenterai très rapidement la société parce que quelque part, c'est une start-up qui a réussi. J'ai pratiquement 20 années d'expérience professionnelle sur des sujets liés à l'expérience client, que ce soit dans l'automobile, donc avec une approche très industrie, processus, manufacturing. Une dizaine d'années chez Accor Hotel en tant que directeur expérience client monde ou avec un focus particulier sur les marques de luxe. Et enfin, 2 années chez BNP Paribas, donc plutôt sur la partie retail banking et services financiers, sur la transformation des parcours clients. J'ai rejoint Qualtrics il y a à peu près 5 mois. Donc, Qualtrics, rapidement, c'est une startup qui a réussi puisque alors elle n'a pas commencé dans son garage, elle a commencé dans sa cave. Et c'est une entreprise qui se concentrait sur des petites enquêtes, principalement à destination des profs aux US et tous les doctorants qui avaient besoin de collecter des insights pour étayer leur thèse. Et puis, progressivement, l'entreprise s'est développée sur tout ce qui était Voice of the Customer, enquête satisfaction client, a progressivement étendu son périmètre à l'employee expérience et ensuite à l'expérience management au sens beaucoup plus large.
jusqu'à se faire acheter fin 2018 8 milliards d'euros par la société SAP. Donc oui, je pense que c'est une société qui, en tant que start-up, on rêve, j'imagine, d'avoir ce parcours. Alors, encore une fois, le propos, c'est pas un pitch commercial. De toute façon, je suis pas commercial, je suis pas un vendeur. Simplement pour expliquer qu'il y a un spectre très large d'entreprises qui sont des entreprises très importantes, plutôt traditionnelles dans le retail, dans le manufacturing, mais aussi beaucoup dans le e-commerce ou le secteur digital. Et si vous êtes intéressé, nous mettons à la disposition de qui veut des solutions qui sont actuellement gratuites pour faire face aux différentes problématiques causées par le Covid. Donc, on a eu une première phase sur la mise en œuvre de ce qu'on appelle des pulses. Je viendrai un petit peu plus tard sur ce sujet. Juste pour savoir, mes collaborateurs sont maintenant en remote, travaillent chez eux. Je vais juste m'intéresser sur comment allez-vous et comment ça se passe et en quoi puis-je vous aider. Et puis progressivement, on a étendu ces solutions gratuites à des nurses, des infirmières, des patients, dans le cadre des professeurs, des étudiants. Et on est en train de lancer un package de solutions toujours gratuites, plus sur ce qu'on appelle le back to work. J'y reviendrai aussi rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est très simple d'utilisation et c'est plutôt puissant, justement parce que c'est très simple. Alors, quelques notions sur l'expérience client. Comme je vous disais, le but, c'est pas de faire une masterclass. J'aurais pas cette prétention. Et s'il fallait couvrir l'ensemble du sujet, il nous faudrait certainement plus de temps. Peut-être que j'aurai l'occasion de développer des parties plus précises. Alors, le sujet aussi par rapport à des entrepreneurs et des start-upers, peut-être que ça ne va pas forcément faire écho immédiatement dans votre activité, mais ça peut aussi être intéressant de comprendre, quand bien même vous ne compreniez pas aujourd'hui les thèmes, en quoi vos clients potentiels ont cette problématique d'expérience client et collaborateur. J'associe les deux parce que c'est très important. Et peut-être que ça peut aussi vous aider sur votre positionnement et vos actions dans le cadre de cette crise. Encore une fois, très rapidement, c'est pas le propos, mais on est dans l'âge de l'expérience. C'est-à-dire qu'on a, dans les années 60, on était sur l'âge de l'industrie, la production de masse. Progressivement, on est passé sur des entreprises très fortement axées sur la distribution, l'âge de l'information, l'âge du consommateur. Aujourd'hui, on est sur l'âge de l'expérience. Les consommateurs ont le pouvoir et demandent plus. Et je pense que vous, en tant qu'entrepreneur, vous savez absolument de quoi je parle, puisque énormément d'entreprises aujourd'hui ont pris ce pas de la gestion de l'expérience et que ce soit la gestion bout en bout ou sur des petits éléments, en quoi on peut disrupter et justement offrir à ses consommateurs. Alors, à quoi sert l'expérience client? Encore une fois, je vais certainement enfoncer des portes ouvertes, mais ça ne sert pas à faire du NPS, du Net Promoter Score. Ça ne sert pas à faire de la satisfaction en tant que telle. Soyons clairs, ça sert à faire du business. L'expérience client, c'est un moyen qui nous permet d'atteindre une fin, à savoir augmenter les revenus, réduire des coûts. Je pourrais aussi rajouter un bloc sur vivre mieux, produire mieux, consommer mieux. Il y a quand même une finalité business. Encore une fois, quand je dis business, je n'entends pas spécialement et uniquement la notion de pécuniaire, le profit, les coûts, mais il faut quand même être réaliste. Donc, moi, systématiquement, quand je travaille avec un client, la première question, c'est quels sont vos objectifs en termes de revenus et en termes de coûts. Et paradoxalement, très souvent, on a un petit peu du mal à formaliser le sujet.
Ce qui est important également, c'est de comprendre les attentes clients. Mettre le client au cœur de tout, ça veut dire comprendre ses attentes qui sont des attentes fondamentales. Et aujourd'hui, en 2020, et ça remonte déjà à plusieurs années, le client veut absolument maîtriser, le client est au centre, il veut pouvoir choisir ses abonnements à la carte et les faire évoluer quand il veut. Idem pour ses services, il veut contrôler, il veut vivre des expériences, il veut peut-être un jour louer un véhicule juste pour le week-end, alors que le reste de l'année, il a un véhicule électrique ou il est en covoiturage, etc. Donc, le client est complètement maître de la situation, avec des notions qui sont extrêmement claires. La connaissance client, connaissez-moi, souvenez-vous de moi. La valorisation, avant tout, aidez-moi à faire plus et mieux, etc. Encore une fois, le propos du webinaire n'est pas de développer ces thématiques, mais dans le cadre du Covid-19, je vais quand même faire un petit éclairage par rapport à ces valeurs. Encore une fois, très rapidement, les piliers de l'expérience client, ça reste très simple. C'est pas l'un ou l'autre, mais c'est les trois en même temps. C'est délivrer les fondamentaux. Quels sont les fondamentaux de votre segment, les fondamentaux de votre business. Pas forcément ce qui va vous différencier, mais là, on est vraiment sur je vais délivrer selon ma promesse et je vais le faire très bien. Je prends l'exemple d'une chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel, elle n'est pas à moitié propre ou elle est complètement propre. Voilà, il y a des fondamentaux qui ne vont pas pour autant différencier. Tout le monde a des super lits, tout le monde a des beaux lobbies, il y a un bon café et une douche qui fonctionne. On va rajouter à ça des notions de personnalisation, en quoi je vais répondre aux besoins individuels et dire à mon client, vous êtes unique, et de l'intelligence émotionnelle, où je vais pouvoir dire à mon client, vous êtes spécial. Et encore une fois, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les trois en même temps. Ça ne sert à rien d'avoir l'extra mile ou d'être particulièrement attentif si on n'est pas capable de livrer les fondamentaux. Et livrer les fondamentaux sans donner une touche de personnalisation ou d'intelligence émotionnelle, on est un petit peu dans les robots. Encore une fois, tout dépend du segment et de l'industrie dans laquelle vous travaillez. Là aussi, cette slide fait peur, mais au-delà le design d'expérience, il y a aussi la notion de gestion d'expérience. Il y a un certain nombre d'outils à maîtriser, à mettre en œuvre. Ça fait peur, mais je pense qu'il faut être aussi conscient de la complexité du sujet. Il y a énormément de boîtes qui n'arrivent pas à délivrer de bonnes expériences, qui n'arrivent pas à impacter justement sur leur business parce que n'ont pas conscience qu'il faut maîtriser énormément de paramètres. Et il ne s'agit pas de dire, c'est une injonction paradoxale, aimez vos clients, soyons bons avec nos clients, et tout se règle par magie. C'est extrêmement complexe. Alors, la difficulté, bien entendu, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une situation qui n'a pas de commune mesure et qui est extrêmement complexe. Et la difficulté de cette complexité, c'est qu'elle va avoir des impacts très forts. Déjà, on peut se poser des impacts par rapport aux attentes clients. Connaissez-moi, surtout dans ma nouvelle situation. J'ai énormément de choses qui ont évolué dans mon environnement, dans mon écosystème, qui est parfaitement au courant de ce qui se passe. Aidez-moi à faire plus et mieux, mais surtout pour moins cher, parce que j'ai quand même une certaine pression sur mes résultats, sur mes coûts. Mon business plan est plus tout à fait conforme à mes attentes. Facilitez-moi la vie, c'est déjà très compliqué. Donc, sans dérouler toutes ces valeurs, les attentes clients, selon moi, vont être encore plus exacerbées et encore plus fortes par rapport à un environnement qui va être extrêmement compliqué. En plus de ça, au-delà des impacts de la crise liée au Covid-19, on est déjà dans une situation à forte pression puisque un certain nombre d'acteurs
pas forcément des gros, mais il y a aussi des petits, et vous en faites aussi partie, qui disruptent et qui sont complètement focus justement sur cette notion de valeur client, de simplicité, de choix, de personnalisation. Et on voit bien que beaucoup d'entreprises, en fait toutes les entreprises, d'une manière ou d'une autre, sont disruptées. Donc la question aussi, c'est en quoi la crise actuelle va une nouvelle fois exacerber cette disruption, sachant que tous les secteurs d'industrie sont disruptés, notamment à cause, ou plutôt grâce à des acteurs, encore une fois, comme ceux qui sont accueillis par le village, que ce soit dans l'assurance, banque et services financiers, bien entendu, la liste n'est pas exhaustive, la mobilité, la distribution, l'alimentation, etc. Donc, pour les entreprises, en tout cas les gros groupes, c'est extrêmement compliqué. C'est d'autant plus compliqué que la gestion d'expérience client, c'est pas forcément à l'ordre du jour. En tout cas, c'était pas forcément à l'ordre du jour, je généralise bien entendu, avant cette crise. C'est de toute façon un sujet qui est extrêmement complexe, qui doit quelque part mobiliser le cerveau gauche et le cerveau droit, c'est-à-dire vraiment la phase analytique avec une phase de créativité. Mon credo, c'est Insight First, Strategy Second. On collecte de la data d'abord et ensuite on peut travailler sur sa stratégie et pas le contraire. On a bien entendu des problématiques énormes d'alignement et quelle que soit la taille d'une entreprise. On pourrait croire qu'une grosse entreprise est moins bien alignée, ou une petite entreprise est mieux alignée qu'une grosse. Pas forcément. Il y a un manque de maturité sur le sujet, notamment en France, sans être dans la caricature. Des sujets, les pays anglo-saxons sont beaucoup plus en avance que nous sur ces sujets. Et les Chinois, j'ai mis un petit exemple, Ping An, pour ceux qui connaissent, c'est très intéressant, ils sont également. Et puis, on attend beaucoup de résultats très rapidement, alors que c'est forcément des approches qui sont incrémentales, step by step. Voilà. Pour conclure sur mon petit brief expérience client, le dernier point, c'est que le client a finalement une vision holistique de son expérience, quand une entreprise a une vision très verticale. À gauche de mon écran, par exemple, c'était l'ensemble des départements et des processus qu'on va retrouver dans un groupe hôtelier. On se rend compte que chaque processus a un impact quasiment tous sur le client. Pour autant, on a encore cette vision verticale quand, sur la droite, là j'ai pris l'exemple dans la distribution automobile, en tant que consommateur, j'ai une vision holistique, je ne raisonne pas legal, je ne raisonne pas marketing, je ne raisonne pas vente, je raisonne mon expérience. Voilà, donc désolé pour ces quelques slides. Juste pour donner un aperçu, le message, c'est déjà à la base, c'est complexe. Donc, dans un environnement de crise actuelle, comment arriver malgré tout à simplifier une démarche, à ne pas partir dans tous les sens, à ne pas être, vous savez, un peu comme le petit lapin dans les phares, qui croise les phares en traversant une route et qui est complètement immobilisé. Comment je vais pouvoir finalement faire face. La première des choses, je fais juste un petit check du timing, c'est se reconnecter et établir un diagnostic. Alors, j'ai repris ces images, c'est un peu de la nostalgie sur, je ne sais pas si on peut dire que c'était le monde d'avant, mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, je vous apprends rien, on est quand même dans une situation extrêmement difficile. On est vraiment dans le déconfinement. Pour autant, et je n'ai pas une boule de cristal, on peut quand même présupposer que les mois qui s'annoncent vont être extrêmement compliqués sur la partie économique. Donc, demain, est-ce qu'au niveau du fonctionnement des entreprises, encore une fois, quelle que soit leur taille, on aura cette
le monde d'avant où c'est un peu le buzzword actuellement, cette nouvelle normalité, c'est toute la question. Alors, je suis parti d'un modèle, somme toute, très simple, qui s'appelle Disaster Assessment and the Resilience Curve, qui part du… En fait, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'il y a une crise ou un désastre? Est-ce qu'on peut modéliser les phases de résilience? Et à partir de ce modèle, est-ce qu'on peut poser quelques convictions fortes? La première des choses, c'est aujourd'hui, toutes les entreprises, tous les acteurs ont été impactés. Les clients, les partenaires, l'administration, les fournisseurs, les collaborateurs, quasiment sur l'ensemble de l'industrie. Donc déjà, la première recommandation, c'est se reconnecter avec son écosystème. J'ai eu un petit débat en interne, c'est pourquoi se parler de reconnexion alors qu'on n'aurait jamais dû être déconnecté. N'empêche que je ne sais pas forcément ce qui se passe du côté de mon fournisseur, je ne sais pas forcément ce qui se passe du côté de mes clients, etc. Donc, se reconnecter. Pourquoi on a besoin de se reconnecter? Tout simplement parce qu'il faut établir un diagnostic. J'ai besoin de savoir ce qui a changé et ce, de manière le plus précisément possible pour moi-même définir comment je vais pouvoir m'ajuster et m'adapter. J'ai pris l'exemple d'un de nos clients qui s'appelle GoDaddy, qui est un fournisseur de sites web, l'un des plus gros, a priori c'est le plus grand hébergeur de sites web au monde, qui a justement utilisé une solution gratuite Qualtrics, Impulse, juste auprès des clients pour poser la question comment allez-vous? Et il se passe quoi? Alors, on pourrait ne pas être surpris, mais au moins on est capable de quantifier. 57% de leurs clients déclaraient que l'impact est extrêmement élevé. Donc, la première des choses, même si maintenant ça date un petit peu, c'était vraiment tout de suite dans l'instant, mais il n'est pas trop tard, c'est faire preuve d'empathie. Faire preuve d'empathie, c'est comme l'a fait GoDaddy, c'est clairement établir une priorité absolue, et une priorité absolue qui est tournée vers un client, qui est tournée vers ses clients, vers ses collaborateurs, l'un ou l'autre. Et même si eux-mêmes et vous-même êtes directement impactés, et c'est peut-être pas tout de suite la priorité, ma recommandation, ma conviction, c'est quoi qu'il se passe, il faut faire preuve d'empathie parce que tout le monde a été impacté. Deuxième petite recommandation, c'est demander moins, écouter plus. Dans le cadre de l'expérience client, j'aime pas quand on résume ça juste à des enquêtes de satisfaction client, mais le grand classique, c'est envoyer des questionnaires qui font 10 minutes, qui font 40 questions. Je suis passé aussi par là, même si c'était il y a plusieurs années. Aujourd'hui, il faut juste des questions ouvertes. Je parlais de diagnostiquer et de comprendre ce qui se passe. C'est juste poser des questions du type « Comment allez-vous ? Quelles sont vos priorités? Que voulez-vous nous dire et comment pouvons-nous vous aider ?» Ça paraît encore une fois extrêmement simple, mais c'est la base pour se reconnecter, et c'est la base surtout pour établir un diagnostic, parce qu'on va être capable de prioriser. Alors, encore une fois, je vous invite à aller voir sur le site Qualtrics les solutions qui pourraient éventuellement vous intéresser. Elles sont gratuites, j'insiste, elles sont extrêmement simples à utiliser. On a lancé justement des nouvelles solutions sur le Return to Work, Frontline, Customer Confidence, Digital Open Door, j'y reviendrai, une explosion du trafic digital et des clients qui vont aller sur le site web ou le site e-commerce alors qu'ils n'avaient pas spécialement l'habitude d'y aller. Qu'est-ce que ça implique également? Voilà, donc typiquement, question ouverte. Le but étant, derrière, qu'est-ce que je vais faire de ces informations? Donc, quand je reprends encore une fois GoDaddy, donc on a un certain nombre de questions. Voilà, GoDaddy va reprendre des
des verbatims qui sont exprimés par le client, je vais avoir des contraintes fortes sur mes flux de trésorerie et c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. Comment pouvez-vous m'aider à trouver de nouveaux acheteurs, etc. GoDaddy, ce qu'ils ont mis en place, encore une fois, ça peut paraître très simple, mais ça a au moins le mérite de répondre à des demandes qui ont été faites directement par leurs clients. C'est on va mettre en place un site web gratuit, on va mettre en œuvre des solutions prêtes à l'emploi, on va connecter l'ensemble de nos clients pour voir justement au sein de cet écosystème comment on peut créer du business additionnel et développer de nouvelles perspectives. Voilà, on pourrait lister les différentes solutions. Le propos, c'est juste de dire, voilà, j'écoute, je comprends les priorités de mes clients et surtout, je vais très, très vite. Petite parenthèse, attention, collecter du feedback, c'est bien. En faire quelque chose, c'est beaucoup mieux et c'est la finalité. Si je collecte du feedback, mais je ne suis pas en capacité derrière d'en faire quelque chose, je pense que c'est pas très, très bon. Troisième point de mon propos aujourd'hui, c'est économiser et optimiser. J'étais chez Sofitel Monde à l'époque, en 2008, crise financière. Mon boss rentre dans mon bureau, me dit c'est très simple, tu vas prendre ton budget et tu coupes 40% et tu reviens me voir demain matin avec les lignes qu'on fait sauter. Alors, beaucoup de programmes Customer Experience, beaucoup de budgets sont coupés, ce qui est complètement normal. La priorité, c'est rester focus sur la trésorerie. Une entreprise ne pose pas le bilan par manque de rentabilité, mais par manque de trésorerie. Et en tant qu'entrepreneur, vous le savez aussi bien que moi, voire mieux. Donc, le but, c'est attention. Certes, on coupe les coûts, pour autant, l'objectif, c'est comment je vais passer de la recommandation vers la valeur. Typiquement, un programme expérience client, je l'ai dit en introduction, le NPS, est-ce que vous recommanderiez notre entreprise à vos collègues, collaborateurs, etc. Aujourd'hui, en crise, c'est absolument pas le principal. Le principal, c'est le rapport entre le travail que vous allez devoir faire que vous avez opéré sur ce qu'on appelle le cost to serve, le coût de service, encore une fois, quelle que soit votre industrie, et la valeur perçue par le client. Pourquoi je mets en avant ce propos? Chez Sofitel, justement, 2008, la première réaction, c'est on coupe tout. Je caricature un peu, on va couper, on va mettre moins de choses au petit déjeuner, on va mettre moins de personnes pour faire l'accueil, on va faire peut-être un peu moins le ménage, etc. Encore une fois, je caricature. Le problème, c'est qu'on a quand même des clients qui viennent et très rapidement, on voit le rapport valeur pour le prix payé qui s'effondre parce que on a un petit peu fait ça à la sauvage. Donc le but, c'est de vraiment trouver systématiquement le bon équilibre entre ok, je dois pour ma survie, je dois réduire mes coûts. Pour autant, j'ai vraiment besoin de comprendre l'impact sur mes clients. Et vous allez trouver à un moment ou un autre un seuil. Au-dessus de ce seuil, peut-être que je peux soit augmenter mon prix parce que la valeur perçue est plutôt bonne, soit je peux peut-être réduire un peu mon cost to serve. Donc, je peux le piloter. Ou en dessous de ce seuil est critique parce que, je sais pas, imaginons 40% de vos clients, en dessous de 40% des clients qui disent « je suis totalement satisfait du rapport qualité-prix », ils partent tous, où il y a un taux d'abandon énorme. Là, soit vous allez devoir baisser vos prix, soit ajuster vos services. Voilà, donc bien penser, certes, je dois réduire mon cost to serve, mais je cherche également à mesurer et à piloter la perception de la valeur côté client pour éviter du churn. Même chose, je reviens sur ma petite slide de début, à quoi sert l'expérience client. C'est pas forcément couper les coûts. On peut être aussi se concentrer sur avoir de l'impact. Et quand on regarde côté réduction des coûts,
on a un énorme potentiel d'optimisation de ces coûts parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de gâchis parce que finalement, j'ai des contacts qui sont opérés alors que j'aurais peut-être pu anticiper plutôt qu'attendre que le client me demande quand est-ce que ma carte est prête. Je suis tout à fait en mesure de lui pousser un petit message en disant votre carte sera prête tel jour. Déjà, ça va réduire mes volumes et peut-être je vais dimensionner quand bien même vous en auriez un centre d'appel par rapport à ça. Comment je peux réduire mes coûts d'acquisition? Déjà, si mon onboarding process est extrêmement compliqué et que je ne suis pas spécialement au fait de qu'est-ce qui est compliqué dans ce onboarding qui fait que mon taux d'abandon est fort ou je suis obligé de surmultiplier mes coûts d'acquisition, etc. Bref, donc, certes, on coupe les coûts, mais ma recommandation, c'est travaillons sur les gisements d'optimisation de mes coûts, gisements qui existent et qui ne sont pas spécialement pilotés parce que finalement, on ne mesure pas nos taux de retour, on ne mesure pas des taux de conversion, on n'est pas spécialement au fait des coûts de support, etc. Et puis, le dernier point, c'est reconstruire et développer. Par rapport au diagnostic que j'ai fait dans un temps 1, qu'est-ce que je vais faire de ce diagnostic et en quoi celui-ci va m'aider à bâtir une nouvelle normalité ou m'inscrire dans la nouvelle normalité de mes clients pour demain peut-être développer une nouvelle offre ou adapter mon offre ou trouver des nouvelles solutions. J'ai pris l'exemple d'un client avec qui je discutais justement sur les impacts de la crise. Et c'est un client qui fait de la distribution plutôt en magasin, en tout cas sur des points de vente à particuliers et à professionnels. Et qui me disait, évidemment, nos objectifs de vente s'écroulent. Les magasins ont été fermés pendant les 2 mois qui viennent de s'écouler. Pour autant, on voit une inscription, un bond des inscriptions sur notre site web de nouveaux clients, particuliers, professionnels, PME, PMI, grands comptes, artisans, etc. On a une accélération énorme du nombre de transactions. Pour autant, notre panier moyen est faible et puis derrière, on a du mal à suivre. On recrée du feedback client, donc on va à la fois combiner ce qu'on appelle des données opérationnelles qui sont sous la colonne problème avec des données expérientielles sous la colonne feedback et on se rend compte que j'ai un certain nombre de choses à adapter. Typiquement, par exemple, ce magasin cette enseigne avait pour philosophie d'utiliser les points de vente pour prendre des commandes. Et finalement, on a toujours eu une certaine frilosité sur la partie liée au site e-commerce. Ils sont en train d'opérer un réajustement en disant, nos sites de vente physiques vont plus se concentrer sur les ventes complexes, plutôt à forte valeur ajoutée. Donc, il va falloir aussi qu'on accompagne nos collaborateurs sur ce redéploiement. Paradoxalement, j'ai besoin d'expliquer à la direction générale en quoi le e-commerce est une vraie opportunité, malgré la largeur de mon portefeuille, etc. Bref, donc on voit que beaucoup d'organisations actuellement commencent à collecter ces insights pour se dire comment je vais devoir m'adapter. Et puis encore une fois, le but n'est pas de couvrir cette slide en particulier, mais personnellement, j'aime beaucoup l'approche. C'est de se mettre au niveau de la chaîne de valeur d'une organisation. C'est un exemple sur une organisation qui fait des produits manufacturés, plutôt en B2B. Et c'est de se dire, finalement, quand je reprends toute ma chaîne de valeur, et croyez-moi, ça peut me paraître étonnant, mais peu d'entreprises sont capables d'exprimer clairement la chaîne de valeur. Et je ne parle pas des équipes qui s'occupent de la supply chain, je ne parle pas des équipes, peut-être pas au niveau de la direction, mais quand je pose mes différents blocs de cette manière,
je vais aussi me poser sur où sont mes priorités et en quoi, dans le cadre du pilotage de l'expérience client, je vais pouvoir transformer, je vais pouvoir m'adapter. Est-ce qu'il faut que je rationalise mes offres clients? Est-ce qu'il faut que, j'en ai parlé juste avant, que j'adapte mon expérience collaborateur? Est-ce qu'il faut que j'aille à fond sur le digital, etc. Donc, petite recommandation, mettre à plat la chaîne de valeur. Alors, bien sûr, c'est un exercice qui se fait à plusieurs, en tout cas avec plusieurs fonctions, pour ensuite me dire où sont mes priorités. Et ma recommandation, c'est, je l'ai fait, je le fais souvent et ça marche, c'est de bien sélectionner vos priorités. Imaginons que je fais ressortir un certain nombre de priorités ou un certain nombre de projets dans le cadre de ce nouveau normal. Il va falloir bien mesurer d'une part l'impact business. Est-ce que former mes techniciens à une nouvelle prise de commande ou en tout cas des nouveaux modes de livraison, ça va avoir un impact parce que c'est une demande très forte de la part de mes clients. La complexité, finalement, elle est faible. C'est juste envoyer ou former mes effectifs. Alors que si je veux complètement transformer ma supply chain, bah oui, ça va avoir un impact très élevé, mais ça va être aussi complexe. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment ces petits commentaires priorisés. Concentrons-nous pour démarrer sur les quick wins, des projets à forte valeur ajoutée et à faible impact. Encore une fois, data first, stratégie second. J'entends aussi parfois avec des clients, oui, mais par expérience, je sais que, oui, mais mon instinct me dit que. Si je peux donner un conseil, oubliez l'instinct. On peut avoir des convictions, des intuitions, bien entendu, c'est très important, mais c'est très dangereux. Et même l'expérience, encore une fois, on est confronté à une situation qui reste nouvelle et en tout cas, j'espère qu'il sera unique. Donc, plus on mesure et plus on est à même de prendre des bonnes décisions. Donc, en termes de conclusion, je pense que l'expérience client et collaborateur, c'est une opportunité de résilience pour les entreprises. Alors, j'ai mis entreprises B2B, mais pour les entreprises et même les organisations, quelles que soient les fonctions, pour sortir de la crise. Comprendre ce qui se passe, optimiser et se transformer. L'expérience client et collaborateur, c'est une practice business parfaitement adaptée à cette situation. Concentrez-vous sur la valeur plutôt que sur la recommandation et même uniquement sur les coûts. Je me concentre sur les coûts, bien entendu, mais toujours avec ce binôme coût-valeur perçue. Ne dissociez pas Customer Experience, expérience client de l'expérience collaborateur. Je ne vais pas en parler là, mais j'ai beaucoup travaillé sur les entreprises qui réussissent en domaine de satisfaction client. Toutes ces entreprises, leur première priorité, c'est les collaborateurs. Employee first, customer second. Donc, ne jamais, ou en tout cas, toujours commencer par le collaborateur, quelle que soit l'industrie, quel que soit le secteur, c'est de l'humain avant tout. Donc, ne surtout pas négliger ces éléments-là. Pensez toujours à trouver le bon équilibre entre analyse et créativité. Parfois, effectivement, on n'a pas le temps de collecter de la data, on n'a pas le temps de l'analyser. Pour autant, il faut être extrêmement vigilant, encore une fois, sur juste l'intuition ou juste l'expérience. Là aussi, j'aurais des tonnes d'anecdotes à partager avec vous sur des mauvaises décisions qui ont été prises parce que soit j'ai pas collecté l'information, ou alors j'ai pas collecté la bonne information, ou j'ai pas compris l'information, ou je l'ai mal interprétée, et derrière j'ai pris les mauvaises décisions. Donc analyse et créativité en même temps. Collecter et analyser d'abord les informations, c'est à peu près la même chose. Concentrez-vous sur les priorités.
Les chantiers sont énormes et vous, en tant qu'entrepreneur ou responsable, tous avons 400 000 priorités. Il faut absolument les prioriser. Et encore une fois, ma recommandation, c'est comment je priorise en trouvant le bon équilibre entre l'impact et la complexité de mise en œuvre. Et puis, faites votre métier avec passion. En tant qu'entrepreneur, vous êtes forcément passionné. Moi, j'ai eu la chance de travailler, notamment dans l'hôtellerie, auprès de directeurs d'hôtel ou de collaborateurs qui sont passionnés. Et je sais que la passion permet de sortir de difficultés. J'ai aussi beaucoup d'histoires sur des situations particulièrement incongrues ou complexes et les équipes s'en sortent parce que ce sont des gens passionnés. Donc surtout ne pas mettre la passion de côté. Encore une fois, vous en êtes totalement convaincu. Voilà, c'était rapide. En tout cas, merci pour votre attention. Prenez soin de vous. On est toujours en déconfinement, mais respectez bien les gestes barrières, etc. Prenez soin de votre famille, vos collaborateurs. Et Audrey, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Olivier, pour votre présentation. On a une première question. Je réinvite les participants à en profiter pour poser leurs questions à Olivier. Il nous reste 20 minutes, donc n'hésitez surtout pas. Nous avons une première question de Ludovic qui aimerait savoir quels conseils vous donneriez en priorité pour une entreprise qui n'a jamais mis en place de véritable politique d'expérience client. Est-ce que ce serait d'analyser sa chaîne de valeur? Alors, je dirais, quelque part, elle a mis en place il y a une expérience client qui se passe. Alors, soit elle est bonne, soit elle est pas mauvaise. Je pense qu'elle elle a besoin d'être formalisée. Je pense que la première des choses, c'est de se dire, finalement, avant même de démarrer sur sa chaîne de valeur, c'est quoi notre raison d'être? En quoi on veut transformer ou en quoi on veut simplifier la vie de nos clients, en quoi on veut en quoi on veut satisfaire le client, en quoi on veut donner, et c'est classique dans le digital, une meilleure version de lui-même, une Super Mario Bros version de cette personne. Déjà, je pense qu'il faut être hyper clair sur c'est quoi mon purpose et ma raison d'être, premièrement. Ensuite, effectivement, c'est de se dire quels sont les différents éléments qui me permettent de délivrer à la fois les fondamentaux, donc c'est par rapport à ma promesse, à la fois de la personnalisation et à la fois de l'émotion d'une manière et d'une autre. Et même si on est une boîte 100% digitale, il y a aussi beaucoup de techniques pour démarrer, pour créer de l'émotion. Donc, mon conseil, c'est bien comprendre les attentes bien comprendre ma raison d'être, les attentes de mes clients, comprendre effectivement, d'être clair sur finalement, si je développe ma chaîne de valeur, quels sont les points critiques, quels sont les éléments sur lesquels je dois être bon pour justement délivrer mes fondamentaux de la personnalisation et de l'émotion. Voilà, donc pour mesurer déjà, voilà, à quoi je sers, comment je suis perçu. Moi, la première question que j'ai posée quand je suis arrivé chez Sofitel, c'était en 2007, c'était qui sont nos clients, quelles sont leurs attentes. J'ai jamais eu la réponse. On a dit on va déjà commencer par poser cette question. Et à partir de là, on commence à élaborer notre stratégie. Ça veut dire quoi le luxe, comment on veut se positionner, il se passe quoi sur le côté des concurrents, comment je me différencie. Et ensuite, effectivement, je construis ma mécanique pour dire comment on va arriver à mettre en place une promesse et puis surtout de manière incrémentale. Ça prend toujours un petit peu de temps. Une autre question de Nicolas qui se demande comment résoudre le problème de divergence entre l'expérience client et l'expérience collaborateur. Alors, je ne sais pas si on peut parler je ne sais pas s'il y a divergence entre l'expérience client et l'expérience collaborateur. Je pense que ce n'est pas forcément vu ensemble quand on travaille sur ces sujets. Je parlais de mon expérience sur
des entreprises, alors c'est des entreprises comme Ritz-Carlton, Tiffany ou dans le retail ou Lexus dans l'automobile, et qui ont un modèle, à savoir la première brique, c'est d'abord mes collaborateurs. Ma deuxième brique, c'est mes valeurs, ma raison d'être, justement, et en quoi j'incarne ces valeurs. Et ensuite, on a les collaborateurs, les clients. Et tout est organisé sur mon recrutement, comment je vais recruter des collaborateurs qui vont faire sens par rapport à mes valeurs, qui vont faire sens par rapport aux attentes clients, comment je vais les former, comment je vais, moi, encore une fois, en tant que manager, l'incarner, comment je vais adapter mes plans de rémunération, mes incentives, mes plans de reconnaissance client. Vous prenez dans l'hôtellerie, toutes les semaines dans les hôtels, vous avez le prix de un meilleur employé, meilleure femme de chambre, le barman du mois, etc. Parce que la reconnaissance, c'est très important. Donc, c'est vrai qu'il y a une distance entre expérience client et expérience collaborateur qui est dommageable. Quand j'étais chez Accor, chez Sofitel, j'étais à la fois en charge de l'expérience client et en charge, par exemple, de la formation et du processus de recrutement, etc. Justement pour mettre en œuvre cet alignement entre client et expérience. Donc, concrètement, il faut être capable de démontrer que l'absence d'alignement entre client et collaborateur, expérience client et expérience collaborateur est préjudiciable. On a plein de cas où on démontre que les collaborateurs satisfaits corrèlent avec des clients satisfaits qui vont dépenser plus, etc. Et vice-versa. Et j'ai fait un petit aparté dans le sujet qui vient d'être couvert sur les frontlines. On a bien vu que tous les collaborateurs, et notamment ceux qui sont en frontline, quel que soit leur niveau, vont avoir un impact. On dit merci aux caissiers, aux caissières, on dit merci aux éboueurs, etc. C'est forcément, on a de l'humain. Donc, il faut mettre les RH autour d'une table et comprendre que le collaborateur, c'est pas juste de la rémunération ou une variable d'ajustement dans une organisation. C'est eux, au final, qui font l'expérience client. Audrey. Merci. Vous parliez de l'importance d'établir un diagnostic, que ce soit envers les clients ou envers les collaborateurs. On a une question d'une personne qui demande quel est le meilleur moyen de mener le diagnostic pour avoir des réponses compréhensibles et exploitables. Est-ce qu'il s'agit d'organiser des focus group? Est-ce qu'il s'agit d'organiser des entretiens individuels? Ou est-ce qu'il faut faire un questionnaire? Vous parliez de questions ouvertes tout à l'heure notamment. Oui, alors, pour moi, il y a deux systèmes. Il y a la partie, ce qu'on appelle Pulse, et encore une fois, Qualtrics propose des solutions gratuitement. Vous pouvez les utiliser comme vous ne pouvez pas les utiliser. Ce n'est pas le propos, mais je pense d'abord, il y a le Pulse, c'est engager très rapidement 2 questions, 3 questions ouvertes. Et Marocco, c'est le plus souvent, 1 fois par semaine, parce que tout va très vite et il y a énormément de changements quasiment d'un jour à l'autre. Donc, sans tomber dans la fatigue de l'enquête, pour moi, le meilleur questionnaire, c'est pas de questionnaire du tout. Mais dans le cas présent, bien sûr, en fonction du nombre de personnes que vous devez interroger, mais même si vous êtes 6, 10, 15, 2000, faire ces petites pulses 1 fois par semaine. Et puis, peut-être 1 fois par mois, là, effectivement, se poser sur une problématique, parce qu'au cours de ces pulses, on aura vu émerger des sujets plutôt que d'autres. Là, on peut commencer à se poser la question sur, tiens, je vais creuser cette question de rôle des techniciens, quand même ça serait remonté comme une priorité, ou je vais creuser cette notion de aidez-moi à faire plus de business parce qu'il faut que je sauve les meubles aujourd'hui. Là, effectivement, je peux engager des interlocuteurs qui vont être quand même représentatifs, soit sur des focus group, il faut aussi des méthodologies, soit peut-être un questionnaire un petit peu plus long, plus ciblé
long, c'est 10 questions, ou encore une fois, une question ouverte sur, voilà, par rapport à ce sujet, quelles sont les idées, quels sont vos besoins immédiats, etc. Donc, voilà, il faut trouver un bon équilibre entre des pulses, une fois par semaine, comment ça va, avec un peu plus de recherche, une fois par mois, par exemple, sur je creuse un sujet en particulier. Il y a plein de solutions qui existent sur le marché. Donc pour vous, les conseils pour le diagnostic collaborateur ou les diagnostics clients sont les mêmes? La méthodo, c'est exactement la même chose. Je pense qu'on va couper les coûts, enfin on optimise les coûts côté commerce, côté distribution, côté client. On va aussi probablement aller vers une optimisation des coûts collaborateurs. On voit bien que le télétravail, même si 100% de télétravail, c'est peut-être pas l'idéal, mais voilà, je pense qu'on voit des entreprises qui disent bah, maintenant c'est la règle, c'est plus l'exemption. Donc peut-être qu'on va réduire nos bureaux, le coût des transports, moins de tickets resto, etc. Donc j'ai aussi besoin de m'intéresser sur c'est quoi cette nouvelle expérience que je vais proposer avec mes collaborateurs, comment continuer à susciter de l'engagement, comment m'assurer que tout fonctionne, comment je m'assure que bah, leur équilibre vie de travail, vie familiale se passe pour le mieux. Encore une fois, moi, employeur, comment je peux les aider. Donc la question, elle est, oui, on doit absolument gérer les deux en même temps. L'un ne va pas sans l'autre. Et on doit tout autant établir un diagnostic. On a un petit pulse collaborateur et on a un petit pulse back to work parce que ça suscite aussi des questions de bah, comment vous vous sentez. On voit beaucoup de posts où tout le monde est super content de retourner au travail, ce qui est certain, mais on doit avoir des pulses. Qualtrics, bah, on a un pulse toutes les semaines pour savoir comment ça va. Et derrière, on a un suivi et on a un feedback sur, bah, voilà, par rapport à ce que vous avez dit, voilà l'action qu'on met en œuvre. Ou là, on crée un groupe de travail parce que on voit bien que pour les jeunes parents, c'est compliqué de gérer tout de front. Donc, on va essayer de trouver des solutions. Toujours mesurer pour agir. Olivier, on tient à ce que ce ne soit pas un webinaire commercial, mais on a différentes personnes Non, qui non. nous demandent en quoi comment les offres gratuites de Qualtrics peuvent les aider dans cette démarche d'amélioration de l'expérience client. Donc, est-ce qu'en 3-4 minutes, vous pourriez aborder ce sujet? Alors, il y a des solutions, on va dire, prêtes à l'emploi que j'ai évoquées durant le webinaire, donc qui sont autour des pulses, donc qui sont des solutions très ciblées. Donc, on a proposé on va dire, des questionnaires pré-remplis avec des tableaux de bord prédéfinis. En fait, vous avez strictement rien à faire si ce n'est rentrer le nom des destinataires. Donc, vous allez sur votre site, sur le site Qualtrics. Vous choisissez en fonction de votre problématique. Ça peut être une problématique vis-à-vis de mes fournisseurs, ça peut être une problématique vis-à-vis de mes collaborateurs, une problématique vis-à-vis de mes clients, voire les trois en même temps. Tout est expliqué, vous avez des petites vidéos et en fait, vous allez définir, c'est ce que j'ai dit en termes de pulse, à qui je vais envoyer ce questionnaire, comment allez-vous, quelles sont vos priorités, en quoi puis-je vous aider, à quelle fréquence, quel type de reporting je vais avoir de manière très très simple sur voilà, on a peut-être une priorité plus forte dans telle région que dans telle autre ou sur telle partie de ma chaîne, ma supply chain que sur une autre. Voilà, c'est très très simple. Et au-delà de ça, Qualtrics, bien entendu, c'est une plateforme qui est beaucoup plus complète et riche, toujours avec trois blocs qui sont un, j'écoute, deux, j'analyse et trois, je mets en place des actions. Ce que beaucoup d'autres entreprises font et font tout aussi bien. Je ne suis pas un commercial, mais la différence par rapport à Qualtrics, c'est que d'abord, on va couvrir à la fois le collaborateur, l'employé, la marque et le produit. On va aussi être capable d'intégrer, d'où l'intégration dans SAP, ce qu'on appelle les données opérationnelles avec les données expérientielles.
pour comprendre ce qui se passe et encore une fois, prendre les bonnes décisions. Voilà, je ne suis pas un très bon commercial Qualtrics, mais c'est extrêmement large et l'intérêt justement de la solution, c'est qu'on peut à la fois couvrir des petites problématiques et des problématiques globales, bout en bout. Donc voilà, je vous invite à aller sur le site. Et encore une fois, c'est sans aucun engagement de votre part. N'hésitez pas à utiliser les solutions qui sont prêtes à l'emploi en fonction de vos besoins. Merci. J'ai mis le lien vers le site Qualtrics dans l'onglet Converser pour les personnes qui veulent poursuivre leur recherche. Une dernière petite question, Olivier, avant de conclure ce webinaire. Comment voyez-vous l'impact sur l'expérience client de cette nouvelle situation post-Covid et confinement? Pour l'instant, moi, je vois trois profils d'entreprise qui réagissent par rapport à le rôle de l'expérience client. Le premier profil, c'est non, mais on va couper nos systèmes, on va couper nos enquêtes, on va couper le CX parce que je fais des économies. Honnêtement, je pense que ces entreprises prennent des risques qui sont énormes. Un deuxième profil qui est plus de dire il se passe quand même quelque chose. Au-delà de l'expérience client, déjà, je raisonne plus expérience. Il faut que je comprenne en quoi ça peut être utile. Et puis, il y a un troisième profil d'entreprise qui sont de dire, bon, bah, nous, notre priorité stratégique, ça va être un peu ce que j'ai expliqué, diagnostiquer, comprendre et puis transformer. Je pense que c'est notamment en France, où encore une fois, il y a une déficience en termes de maturité, notamment au niveau des directions générales de l'expérience client. C'est pour ça qu'il faut raisonner valeur et pas l'expérience client, c'est pas des enquêtes, on oublie. Je pense on a besoin de bien démontrer l'impact business, l'impact sur les revenus et les coûts. Quelle est la valeur apportée certes au client, mais surtout la valeur apportée à l'entreprise et à l'organisation pour ensuite mettre en pratique toutes les méthodologies. On sait tout ce qu'il faut faire, c'est simple en termes de design, c'est un peu plus compliqué en termes d'organisation, de conduite du changement, mais voilà, il faut qu'il y ait ce déclic sur ça peut et ça doit être un moyen pour arriver à être résilient. Génial, il est 15 h tout pile, donc merci beaucoup d'être rentré dans le timing. Merci beaucoup Olivier pour cette heure avec nous. Je Avec pense que vous plaisir. avez donné beaucoup de conseils très précieux pour les entrepreneurs. Vous avez déjà des personnes qui vous remercient dans l'onglet Converser. Donc encore un grand merci à vous. Avec plaisir et puis peut-être une prochaine fois sur un autre thème. Avec grand plaisir. Pour les participants, je tiens à vous dire qu'on peut se retrouver également dès demain à 14 h pour un nouveau webinaire sur les clés RH et juridiques pour réussir la sortie du confinement. Donc, notre interlocutrice abordera le sujet de droit social et de droit des sociétés, comment adapter les ressources humaines, comment mettre en sécurité votre personnel et vos locaux, comment réviser les conditions de travail à la sortie du confinement et au niveau du droit des sociétés, comment gérer votre assemblée générale de cette année avec les délais qui sont allongés et les nouvelles modalités qui doivent être mises en place. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre dès demain 14 h. Olivier, encore un grand merci et je vous Merci. dis une très bonne après-midi. Au revoir.